Bienvenue à tous. C'était il y a un an, le 6 janvier 2021. Le monde entier suivait en direct l'assaut contre le Capitole que certains qualifient aujourd'hui de tâche sur la démocratie américaine. L'ancien président Donald Trump avait appelé ses partisans à rallier la capitale américaine ce jour-là pour protester contre la certification de la victoire de Joe Biden, accusant le démocrate d'avoir bénéficié d'une fraude à grande échelle grâce au vote par correspondance. Mais très peu s'attendaient à voir des milliers de personnes envahir violemment un des symboles de la démocratie américaine, le Congrès. 12 mois plus tard, des procès au compte-gouttes de suspects et des travaux d'une commission parlementaire ralentis par des batailles de procédure et toujours des questions en suspens. Comment se porte la démocratie américaine un an après l'assaut du Capitole? Quelles leçons tirées de ces événements? Réponse avec nos analystes. Un an après que des partisans de l'ancien président Trump ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis dans le but d'empêcher la certification par le Congrès de la victoire de Joe Biden à la présidentielle de novembre 2020, des centaines de personnes attendent toujours leur procès pour leur rôle présumé dans l'attaque. 155 autres ont plaidé coupables. Mais les procédures devant les tribunaux ne sont qu'un des aspects dans les efforts visant les auteurs présumés de ces violences. Un reportage de Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, avec le récit de Mamadou Mfa. Un an après, il y a toujours des zones d'ombre sur l'attaque du 6 janvier au Congrès des États-Unis. De nombreux partisans de l'ancien président Donald Trump minimisent l'affaire, tandis que d'autres Américains reprochent au président Trump d'avoir poussé ses partisans à saper le processus démocratique. Des émeutiers ont envahi les couloirs du Capitole, mettant en péril la sécurité du personnel et des législateurs qui se préparaient à certifier la victoire électorale de Joe Biden. Je ne pardonnerai jamais à l'ancien président des États-Unis et à ses partisans ces brutes qu'il a envoyées au Capitole pour le traumatisme causé à notre personnel. La Chambre des représentants avait rapidement mis en accusation Donald Trump, l'accusant d'incitation à l'insurrection, mais le Sénat américain l'a acquitté peu après. Fin juin, la Chambre des représentants a mis sur pied un comité spécial pour enquêter sur la responsabilité du président Trump. Ce comité devrait publier un rapport avant les élections de mi-mandat de novembre 2022, mais ses conclusions ne sont pas juridiquement contraignantes. Dans les tribunaux fédéraux, 704 personnes ont été inculpées pour des infractions allant de troubles à l'ordre public à des accusations plus graves, comme la violence contre les forces de l'ordre et les médias. Entre 70 à 80 personnes font face à des accusations encore plus graves de complot. Ce sont les groupes extrémistes violents américains comme les Proud Boys, les Oath Keepers. Certains ne seraient pas simplement allés au Capitole pour suivre le discours et protester, mais étaient membres d'un complot organisé impliquant la collecte de fonds, la distribution des armes, l'attaque du Capitole et la dissimulation des armes à feu dans un hôtel de Virginie. 5 personnes sont mortes pendant l'émeute du 6 janvier. La question est toujours de savoir si ce chaos était spontané ou planifié par Donald Trump, le président de l'époque. Merci beaucoup, Mamadou Mfa. Et à présent, nos invités pour le débat, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et à Dakar sur Skype, René Lay, canaliste politique basé normalement ici à Washington. Claude, Donald Trump n'est plus à la Maison-Blanche, mais son influence sur le Parti républicain est toujours réelle. Êtes-vous surpris qu'un an après le Capitole, Trump soit toujours le faiseur de roi au sein du Parti républicain? Pas vraiment. C'est vrai qu'il faut reconnaître à Trump un ascendant sur ses troupes qui est absolument phénoménal. C'est du jamais vu. On pensait qu'après le 6 janvier, son aura
auprès même de ses partisans s'atténuerait et même disparaîtrait, mais pas du tout. Et ce qu'on a vu du côté politique, après l'assaut contre le Capitole, on a vu certains républicains, y compris le président de la Chambre, enfin pas le président de la Chambre, le président de la minorité républicaine, reconnaître que c'était pas bien et que finalement Joe Biden avait été élu. On a vu un sénateur républicain très proche de Donald Trump, celui de Caroline du Sud, condamné vivement l'attaque. Et puis, les mois passant, finalement, tout le monde est rentré dans l'ordre, si je puis dire, et on a vu tous ceux qui avaient critiqué un peu Donald Trump, tout d'un coup, se rapprocher de lui, si bien qu'effectivement, il est toujours, et tout le monde le dit, il est le chef du Parti républicain. Pourquoi les républicains de la Chambre, même modérés, sont obligés de ne pas le critiquer trop ouvertement? D'accord. Justement, René, qu'est-ce qui explique tout cela? Donald Trump continue de dire qu'il a perdu à cause de la fraude électorale et une majorité de la base républicaine est d'accord avec lui. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui empêche ses proches de répondre aux injonctions de la commission d'enquête et également de voir des responsables républicains le condamner publiquement? Abdulrahman, vous savez, je pense que tout le monde sait que ce que Donald Trump dit ne correspond pas à la vérité, ce que l'on appelle le grand mensonge, le big lie en anglais. Et tout le monde en est conscient. Je pense que lui-même est le premier à en être conscient. Mais c'est une approche délibérée, c'est un calcul de politique, un calcul politicien même, j'ai envie de dire. Et malheureusement, beaucoup d'élus, beaucoup de membres de son parti le suivent sur ce terrain. Au moment, n'oubliez pas que le 6 janvier, malgré l'attaque sur le Capitole, on a quand même eu 147 élus républicains qui ont voté contre la certification des résultats. 8 sénateurs et 139 députés. Donc il a le parti avec lui, le parti continue de le soutenir, parce qu'au fond, il semblerait que le seul enjeu ici, ce n'est pas un enjeu constitutionnel, ce n'est pas un enjeu par rapport à la démocratie, c'est juste un enjeu de pouvoir, Abdurrahman. Alors Claude, les républicains accusent justement les démocrates d'utiliser les événements du 6 janvier à des fins partisanes. Cette commission a-t-elle encore un sens, sachant que ces conclusions seront certainement rejetées par l'autre camp? Oui, c'est finalement le risque. Si, comme beaucoup d'analystes le pensent, les républicains reprennent au moins la Chambre et peut-être même le Sénat lors des élections de mi-mandat, il est évident que l'une des premières choses qu'ils feront, s'ils deviennent de nouveau majoritaires, c'est probablement de supprimer cette commission et ses conclusions. Ceci dit, les travaux de cette commission sont extrêmement importants. Si la démocratie doit survivre, les Américains, ou du moins une bonne partie des Américains, souhaitent savoir ce qui s'est effectivement passé. Il est de plus en plus évident, basé sur les premières conclusions de cette commission bipartisane, même si elle est à majorité démocrate, montre que cette manifestation, cet assaut contre le Congrès n'était pas un mouvement spontané, mais avait été soigneusement préparé avec des groupes d'extrême droite, comme les Proud Boys ou comme quelques autres groupes, mais aussi avec l'aide de certaines personnalités proches du pouvoir, tels que Bannon, peut-être même tel que l'ancien chef, le chef de cabinet de Trump, Meadows et d'autres. Donc il est extrêmement important pour l'Amérique de savoir qui est véritablement responsable et est-ce que cela éventuellement conduira jusqu'à Trump lui-même. Est-ce que Trump était l'investigateur de cette manifestation qui a tourné tragiquement?
René, sur l'utilité de cette commission, vous pensez qu'elle est toujours utile, elle a du sens? Oui, c'est important. C'est important d'abord pour l'histoire. C'est important que l'on puisse consigner sur des documents officiels du Congrès ce qui s'est passé, quel a été le rôle des uns et des autres, y compris le rôle de membres du Congrès eux-mêmes. Certains sont soupçonnés aujourd'hui d'avoir été des facilitateurs, si ce ne sont pas des acteurs, littéralement, de ce qui s'est passé le 6 janvier. Mais à Bourman, il faut aussi rappeler quand même à vos téléspectateurs qu'au-delà de cette commission, il y a l'enquête qui est menée par le département de la justice, et le FBI en particulier. C'est l'enquête la plus large, la plus importante de l'histoire du FBI. Il y a plus de 700 arrestations déjà qui ont été faites. Il y a 350 personnes qui sont recherchées parce qu'elles n'ont pas encore été identifiées. Plus de 20 000 heures de vidéos qui ont été examinées et scrutées par les agents du FBI. Bref, il n'y a pas que la commission qui travaille sur cette question. D'accord. Merci beaucoup, René. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Tierno Omar Diallo à Conakry qui nous dit que l'assaut du Capitole ou l'expression de la honte pour les États-Unis qui était jusqu'à cette date un symbole de fair play politique, mais hélas, il fallait un Donald Trump pour mettre fin à ce succès jamais égalé. Archiduc Théodore à N'Djamena, lui, nous dit « L'assaut du Capitole avait donné lieu à un recul de la démocratie américaine, alors que justice soit faite pour situer les responsabilités. » Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. L'assaut du 6 janvier 2021 a forcé les entreprises des réseaux sociaux à l'action. Elles ont fermé des comptes, dont ceux de l'ex-président Donald Trump. Un an plus tard, Facebook, Twitter et YouTube sont-ils mieux préparés à faire face à des situations similaires aux États-Unis et dans d'autres pays? Suivez ce reportage de Michel Quinn avec le récit de Ginny Kapumbuvila. Un an après que les partisans du président Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole à Washington, D.C., l'ancien président n'est toujours pas autorisé à utiliser Facebook, Twitter et YouTube, les scènes numériques où il s'est adressé directement à des millions de followers. Ce n'est pas juste, c'est très mauvais pour ce pays et c'est très mauvais pour le monde. S'ils peuvent le faire, ils peuvent le faire à n'importe qui. Le 6 janvier était certainement un moment de bilan pour les plateformes de médias sociaux. Trump a été accusé d'avoir utilisé les plateformes pour attiser l'émeute. Sa suspension est un rappel brutal du pouvoir que les entreprises de médias sociaux ont sur les dirigeants politiques qui enfreignent leurs règles. Malgré l'interdiction, après le 6 janvier, les entreprises de médias sociaux ont été la cible de critiques intenses. D'aucuns ont déclaré que la suspension était trop tardive, des années après avoir toléré des violations des règles de l'entreprise par Trump. Pour leur part, les entreprises technologiques ont déclaré qu'elles travaillaient constamment à rendre leurs services plus sûrs.
L'ancien PDG de Twitter a déclaré lors d'une audience au Congrès que Twitter portait une part de responsabilité dans la diffusion de la désinformation qui a conduit au 6 janvier, mais a souligné une culture plus large. Vous devez également prendre en considération l'écosystème au sens large. Il ne s'agit pas seulement des plateformes technologiques que nous utilisons. Il y a eu quelques changements. Twitter a adopté une politique de 5 avertissements pour la désinformation sur le Covid-19. Facebook applique désormais ses règles de modération de contenu aux politiciens, un groupe qu'il avait protégé dans le passé. Mais les changements semblent mineurs pour certains experts. Ont-ils réellement changé ou non? Ont-ils revu leurs produits et leurs algorithmes et les bases de leurs modèles commerciaux? Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'ils continuent à jouer un peu à la taupe. En prévision des élections de 2022, le potentiel demeure que les médias sociaux pourraient conduire à plus de troubles selon les observateurs. Certains critiques soulignent la façon dont les entreprises gagnent de l'argent, la publicité et la façon dont les entreprises ont créé des algorithmes qui mettent en évidence un contenu extrême plus engageant. Beaucoup de ces plateformes ont fait des ajustements sur les bords. Mais en fin de compte, il s'agit du modèle économique. Ces plateformes sont fondamentalement conçues pour élever, amplifier, faire proliférer les choses les plus problématiques sur la plateforme, des choses comme les mensonges électoraux, la violence raciale. Des lanceurs d'alerte ont déclaré que Facebook a montré à quel point certains de ces problèmes sont familiers aux dirigeants de l'entreprise. Au cours de l'année à venir, les législateurs pourraient essayer de forcer les entreprises à apporter des changements plus importants quant au contrôle du contenu controversé et à être plus transparents sur ce qu'elles font. Voilà, merci beaucoup Jenny. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. Ici à Washington, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et à Dakar, René Lec, analyste politique en ce moment à Dakar donc, mais basé ici à Washington. Alors, je reviens avec vous, Claude. Dites-nous un peu comment est-ce que vous voyez un peu le discours aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'Amérique a appris sa leçon, Claude? Oui, c'est un discours extrêmement difficile pour Joe Biden parce que il va essayer de prêcher ce qu'il a toujours prêché, ce qui a toujours été son credo, l'unité des États-Unis. Donc, c'est ce qu'il a souligné une fois de plus dans son discours. Mais comment unifier un pays qui est totalement divisé sur pratiquement tout. Prenez le problème numéro 1 en ce moment, c'est la pandémie. Vous avez un pays divisé entre les vaccinés et les anti-vax. Vous avez un pays certainement divisé à propos du 6 janvier. Il y en a beaucoup, une bonne majorité, en fait, plus de 50%, donc 95% de démocrates qui disent l'assaut contre le Capitole a été une attaque contre la démocratie, alors que vous avez un nombre moindre de républicains qui disent non, au fond, ce qu'on a fait, c'était en fait pour protéger la démocratie et pour protester contre une fraude électorale qui a été largement prouvée et totalement imaginaire et n'existe pas. Donc, pour Biden, qui se trouve déjà dans une situation difficile parce que après des débuts assez prometteurs, a encaissé pas mal de défaites, se trouver en face d'un pays qui est vraiment plus divisé que jamais. La grande question, est-ce que la démocratie est en péril? C'est ce que tout le monde demande. Cette fois, la balle est passée très près. La démocratie américaine a réussi à survivre. Mais tout de même, il y a de mauvaises graines qui ont été semées. Le verre est peut-être dans le fruit. Il y a un certain nombre de petites organisations de droite qui essaient de prospérer. Et il va falloir être extrêmement vigilant. D'accord, être extrêmement vigilant. Alors, René, en fait, quelle leçon faut-il en tirer, surtout si on voit qu'un sondage du Washington Post paru cette semaine dit qu'un Américain sur 3 croit que la violence contre le gouvernement est justifiée?
C'est un problème, non? C'est un très sérieux problème pour un pays qui est quelque part le symbole de la démocratie à l'échelle internationale, institutionnelle, quelle que soit l'appréciation que l'on peut avoir par ailleurs sur la réalité populaire de cette démocratie. Mais en tout cas, bon, jusqu'à présent, malgré tout, Abdourahmane, il y a une résilience des institutions. Malgré tout cela, les institutions ont tenu, même si au plan politique, la moitié des acteurs politiques, notamment les républicains, n'ont pas joué le jeu, malgré le fait que le président qui orchestrait l'ensemble de ces opérations de déstabilisation démocratique aux États-Unis était en charge. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Imaginez d'autres pays où le président en exercice s'attaque au système démocratique. Il y a très peu de pays qui auraient, je pourrais même dire, je vous avoue, aucun pays au monde n'aurait pu résister. Et malgré tout, il y a une résilience des institutions dans ce pays et le pays tient debout, les institutions démocratiques tiennent encore debout. Mais alors, René, Claude avait un peu avait commencé un peu à évoquer cette question. La démocratie américaine est-elle menacée? Beaucoup pensent déjà à 2024. Oui, tout à fait, elle est menacée. Vous avez vu ce matin, l'ancien président Jimmy Carter a publié une tribune dans le New York Times et il pense que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre et que littéralement la démocratie peut s'effondrer aujourd'hui aux États-Unis si on continue sur cette voie-là, et notamment si les républicains continuent sur cette voie. Le Washington Post que vous citiez tout de suite, Abdourahmane, a publié aujourd'hui un article où ils indiquent que 163 candidats républicains à des élections locales se positionnent pour jouer un rôle déterminant dans l'organisation des prochaines élections. Et sur tous ces 163-là pensent qu'effectivement Donald Trump avait gagné. Donc cela vous montre que on est dans une situation qui peut être particulièrement dangereuse. Et Claude, ce même sondage dont je parlais nous dit que seuls 54% aujourd'hui des Américains se disent fiers de leur démocratie contre 90% en 2002. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'il faut faire cet équilibre entre la nécessité de protéger le premier amendement sur les libertés et aussi éviter toute menace à la démocratie? Oui, c'est une grave question. Vous savez, Benjamin Franklin, à la sortie de la Convention constitutionnelle, s'était vu demander par une dame, alors qu'il quittait le site des conversations, alors, qu'allons-nous avoir? Une république ou une monarchie? Et Franklin avait répondu, une république, madame, si vous savez la garder. Et je crois qu'on en est arrivé à ce stade-là. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain danger, il faut être vigilant, et la démocratie, il faut savoir la défendre. D'accord. Alors, nous avons quelques soucis avec la connexion de Herman Cohen. Je vais donc terminer avec vous, René. La perception des États-Unis dans le monde aujourd'hui, les États-Unis, c'est quand même champion de la démocratie. Où est-ce qu'on va à partir de maintenant? Oui, écoutez, elle a été fortement écornée, elle a été fortement malmenée. Il est difficile aujourd'hui pour les Américains de donner des leçons de démocratie à d'autres pays dans le monde. Quand l'ancien président, qui était encore président il y a moins de 12 ans, soutient aujourd'hui, comme vous le savez, le dictateur hongrois, lui a apporté son soutien officiel là, dans le courant de la semaine qui vient de passer. On est dans une phase perdu un peu son aura de ce point de vue. D'accord. Merci beaucoup, René. Merci à tous nos invités. Fin de ce Washington Forum. Merci à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires et sur notre page Facebook. Je n'oublie pas toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.
santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.